pourquoi le cambriolage du Louvre nous passionne autant depuis une semaine. Qu'est-ce que ça dit de nous, les Français ? Parce que ça touche, pour moi, le bijou, c'est un objet qui est extrêmement sensuel. Enfin, c'est quand même des objets qui ont été possédés par nos rois de France. Historiquement, c'est très important. C'est comme un chef-d'œuvre, en fait. C'est au même rang. C'est pas seulement des bijoux, des simples bijoux. Des bijoux, pardon. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Des bijoux aussi. Des bijoux aussi. Franz-Olivier Gisbert, ça dit quoi de nous très rapidement ? Oh bah, très rapidement, c'est que et ça tombe mal, parce qu'effectivement, dans cette période de morosité générale, sans rajouter, c'est-à-dire la France n'est plus la France, qu'est-ce qui se passe, n'importe qui peut rentrer au Louvre, voler n'importe quoi. Mais enfin, ils n'ont pas volé ni la Joconde, ni les noces de Cana, ni le radeau de la Méduse de Jéricho, ni tout ça, quoi. Hein. Bon, alors 88 millions d'euros, c'est l'estimation qui a été donnée par la procureure de la République de Paris. Est-ce que ça a un sens ? Donner ce prix-là, parce qu'on dit que c'est inestimable. Donc, oui, c'est inestimable, c'est pas 88 millions d'euros. Je suis d'accord. Pour moi, je trouve pas que ça ait vraiment de sens, parce qu'on est vraiment sur des objets qui sont uniques. C'est comme, est-ce qu'on pourrait donner vraiment un prix justement à la Joconde, par exemple ? Je ne pense pas. Non. Pour moi, c'est des objets déjà qui sont dans le patrimoine des Français. Donc, de ce fait, ils sont inaliénables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre. Normalement, ils sont censés ne jamais en sortir. Donc déjà... Là, ils sont sortis. Là, ils sont sortis. Est-ce qu'ils étaient assurés ? Non, malheureusement, non. On n'assure pas ça ? Bah non, puisque... La Joconde, elle n'est pas assurée ? Je ne suis pas sûre de la réponse à cette question. Voilà, c'est exactement. L'État, ils sont propres assureurs. Et qui accepterait d'assurer de tels objets ? Oui, bien sûr. Qui serait assez fou pour accepter d'assurer de tels objets ? La prime d'assurance serait faramineux. Ah oui, je pense qu'on serait sur des montants vraiment trop importants. Alors, on va maintenant zoomer sur les pierres précieuses dont tout le monde parle. 8700 diamants, 34 saphirs, 38 émeraudes et plus de 200 perles. Est-ce qu'on a une chance, même infime, de les retrouver ? Alors oui, on va essayer d'être positif. On espère les retrouver, même si c'est comme pour les disparitions de personnes. Je pense que chaque minute qui passe est importante. Et plus le temps passe, plus il y a de fortes chances pour qu'on soit loin dans l'état dans lequel on les a volés. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a deux grandes hypothèses, justement. Soit c'est une commande de quelqu'un de richissime et de passionné d'histoire de France et de joaillerie, auquel cas ils sont sûrement dans un coffre-fort et ils ressortiront un jour, puisque personne n'est éternel. On ne possède jamais vraiment rien. Et un jour, ils devraient se retrouver sur le marché. Ça serait peut-être le plus positif. On pourra les retrouver. Quelqu'un pourra dire ça. C'était les. Alors ça, c'est dans la deuxième. Enfin, si jamais ils ont été désertis, oui. On pourrait identifier certaines pierres et certaines perles, effectivement, parce qu'en fait, chaque pierre a des caractéristiques physiques. Comme un QR chimiques. code, c'est ça ? Comme un ADN, plutôt. Ouais. Comme un ADN, en fait, quand une pierre se forme dans la nature, il y a des inclusions qui vont se mettre dans cette pierre. Et c'est un peu... voilà, moi, quand j'en ai dans mon métier, on les fait certifier par le laboratoire français de gémologie, par exemple, qui va nous donner la pierre en 3 dimensions. Et on va voir exactement à quel endroit il y a des inclusions. Et ça, c'est un peu comme une cartographie de la pierre. Et même si on la retaille, les inclusions qui sont au centre de la pierre, on les retrouvera. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a retrouvé la trace du fameux diamant bleu de Louis XIV. D'accord, le diamant, je crois qu'on l'a, le diamant bleu. Qu'est-ce qui s'était passé avec lui ? Il a été retaillé, c'est ça ? Exactement, c'est une pierre beau, magnifique et rarissime, parce que le diamant d'habitude c'est plutôt blanc. Et là, il avait une particularité, c'était qu'il était bleu, donc très rare, parce qu'il y avait du bore en fait dans sa composition physique, et c'est rarissime dans la nature, c'est vraiment très rare. Et en plus de ça, quand il a été découvert, il faisait plus de 100 carats. Il a été retaillé. Mais là, on voit pas la taille, mais c'est énorme. C'est vraiment un énorme caillou. Vraiment comme ça ? Il était, parce que en fait, il a été découvert. Tavernier l'a vendu à Louis XIV. Il a été retaillé une première fois. Là, on est passé à 67 carats. Pourquoi on l'a retaillé ? Parce qu'en fait, une pierre brute dans la nature, elle a... Oui. Non, elle n'est pas moche, mais en tout cas, elle n'a pas le même éclat. Elle n'a pas de personnalité. Elle en a beaucoup, justement. Elle en a beaucoup. En fait, on essaye de lui donner des facettes pour que la lumière se reflète dedans et qu'il brille de mille feux. Ce qui est le but d'un diamant et ce qui était particulièrement apprécié par le roi Soleil, justement. Un truc intéressant, donc les cambrioleurs n'ont pas pris les plus grosses pierres. Non, parce que justement, je pense qu'il faut faire le lien avec ce diamant bleu. Ce diamant bleu, on l'a perdu à la Révolution. Le garde-meuble national a été pillé. Et on a perdu la trace de ce diamant. On l'a retrouvé quelques années plus tard en Angleterre, mais il avait changé de nom, il s'appelait le Hope, et il était beaucoup moins lourd, il faisait 40 et quelques carats. Mais à l'époque, on l'a reconnu quand même. Non, on ne l'a pas reconnu. C'est dans les années 2000 qu'une équipe de gémologues a fait le lien. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, à Washington. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Écoutez, c'est la vie des objets, malheureusement. Je ne saurais pas vous répondre à cette question, mais en tout cas, c'est les Américains qui le gardent en ce moment.
Alors en septembre, des pépites d'or ont été volées au musée d'histoire naturelle de Paris. Pour vous, ce n'est que le début de ce genre de cambriolage. Alors non, c'est pas le début. Vous n'êtes pas rassurante? Non, je ne suis pas très rassurante. Il y a plusieurs événements déjà qui se sont passés. Moi, je suis d'origine lyonnaise et on a la couronne de la Vierge qui a été volée de la basilique Fourvière. Et c'est dramatique, on ne l'a toujours pas retrouvée. Elle est sans doute fondue à l'heure à laquelle où on parle. Il y en a plein, des petits cambriolages comme ça, un peu dans la France. Là, c'est vraiment, je pense, l'apogée parce que c'est les joyaux de la couronne qui ont été touchés. C'est peut-être le plus gros, on va dire, cambriolage de musée. Mais en fait, pourquoi ces objets-là sont visés? Ça s'explique par la montée du cours de l'or. Moi, quand j'ai commencé mon métier, un lingot d'or, ça valait 40 000 euros. Là, c'est redescendu un peu, mais on a frôlé les 120 000 euros. Donc c'est une augmentation qui est énorme. Et en fait, la problématique des bijoux, c'est qu'on a cette possibilité. Si on vole un tableau, par exemple, on ne va pas récupérer les pigments et la toile. Ça n'a pas de sens. Donc c'est devenu très difficile à écouler aux enchères. Par exemple, c'est inécoulable. En revanche, un bijou a cette fragilité, on va dire, d'avoir de la valeur par ses matières premières, peut-être fondues, desserties et... ni vu ni connu, entre guillemets, il n'y a plus de traces. Et si vous êtes commissaire-priseur, si j'arrive et je vous dis, tenez, j'ai ce bijou, et vous découvrez qu'il a été volé, alors, vous faites comment? En droit, possession vaut titre. Donc ça veut dire que vous, si vous présentez à moi, vous êtes considéré comme le possesseur légitime de l'objet. Oui. Après, nous, on a une très forte déontologie dans notre métier. On doit vérifier déjà l'identité de nos vendeurs, de nos acheteurs. On a ce qu'on appelle un livre de police. Tout est photographié, mesuré. Pour moi, c'est vraiment les ventes aux enchères publiques. Je pense que c'est le dernier endroit où on retrouvera ces bijoux parce que c'est beaucoup trop risqué. Ça passera pas par chez vous. On ne viendra pas vous voir, c'est ça? Non, mais on ne viendra pas avoir des commissaires-priseurs, c'est certain. C'est un marché opaque, sous le manteau, des transactions en cash. Enfin, on ne vous a jamais apporté des bijoux volés? Alors, ça m'est arrivé une fois d'être en exposition à l'hôtel Drouot, justement. Et j'ai un monsieur qui me demande d'avoir une bague. C'était une chevalière, donc il la regarde, il s'en va, il revient, il me dit... Alors, cette bague que j'ai regardée, ce sont les armoiries de ma famille. C'était des armes héraldiques. Voilà le récipicé du dépôt de plainte. Donc, le vol datait d'il y a plusieurs années. Je veux récupérer ma bague. Donc là, c'est un premier pas vers la police. Après, on va essayer de remonter, en fait. Mais bon, plus il y a de temps qui s'est écoulé, plus il y a eu de possesseurs potentiels. Du coup, il l'a récupéré ou il a fait oui, qu'il la rachète? De mémoire, non, il l'a récupéré. Le vendeur lui a laissé.